Dans quel monde on vit? L'amour qui est le cœur battant, tremblant des nouveaux livres de nos invités. Éric Chauvier, vous êtes anthropologue et écrivain. Laura, c'est le titre de votre nouveau roman. Vous êtes avec nous en duplex de Bordeaux. Et vous, Nathalie Skowronek, vous êtes écrivaine. La carte des regrets, c'est ainsi que s'intitule votre nouveau livre. Alors, vous qui écrivez à propos de l'amour, vous allez m'aider, vous allez me l'offrir cette définition. C'est quoi donc l'amour, Éric Chauvier ? Bon, c'est l'histoire d'un échec. Non, mais ça commence bien. Non, mais c'est un peu la définition que donne Baudelaire, quoi, la passante qu'il croise et qu'il ne. C'est-à-dire que c'est des rencontres fugaces, des rencontres ratées, mais qui portent en elles une forme d'immortalité, on peut le dire comme ça. Là, dans mon livre, c'est un peu ça que je raconte. Une histoire d'amour raté, mais fort aussi, puisque on n'a pas vécu ce qui peut-être nous aurait déprimé. Et nous poursuivons sans plus traîner avec vos temps forts de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a en particulier chamboulé, marqué cette semaine? Qu'avez-vous décidé de pointer? Éric Chauvier, pour commencer. Oui, bon, moi je vis à Bordeaux, donc je ne peux pas ne pas parler des violences policières qui ont eu lieu à Bordeaux samedi dernier. C'est très choquant, vraiment très choquant de voir ces types de comportements. Il y avait une braderie à Bordeaux. Alors, est-ce que c'est pour protéger les intérêts des commerçants? Je suppose. Enfin, Bordeaux est une ville qui a beaucoup changé. Si vous voulez, l'immobilier a pris 50%. Donc, les personnes les plus pauvres, on va dire, sont retrouvées en périphérie, parfois loin, très loin, et reviennent aujourd'hui avec des gilets jaunes, donc manifester, au sein de la ville. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas du tout questionné. Et la seule réponse, c'est des violences vraiment totalement inacceptable en fait. Donc moi je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu. Voilà. Il est temps de faire connaissance avec Laura. Laura, c'est l'héroïne de votre nouveau livre, Éric Chauvier. Votre narrateur n'a jamais cessé d'être amoureux d'elle. Il faut dire que c'était la plus belle fille du lycée. Ils ont passé les premières années de leur vie dans le même coin reculé de France. Lui, il est parti vers la grande ville, vers le monde universitaire, et elle est restée blessée à jamais par une autre rupture amoureuse. Et voilà qu'ils se retrouvent un soir sur un parking, buvant du rosé de bien mauvaise qualité, et ils tentent de se parler, de se rapprocher. Le narrateur de ce livre, il s'appelle Éric Chauvier même, comme vous. Il est d'ailleurs également anthropologue. Que voit-il dans les yeux de Laura? Il voit des ambivalences, je dirais, l'ambivalence des sentiments amoureux qu'il a éprouvés pour elle, et puis sa déchéance aussi. Et comment on met en mots cette déchéance? Voilà, c'est cette beauté qui est détruite. Comment est-ce qu'on peut parler de ça en fait? Voilà. Avant de faire plus ample connaissance avec Laura, parlons un peu de vous au travers de votre roman. Votre narrateur dit « On m'avait prévenu, l'anthropologie n'offre aucun débouché ». Ce n'était pas faux, mais seules ces études m'offraient la possibilité d'étudier la vie ordinaire. Ma vie ordinaire. Qu'est-ce que c'est la vie ordinaire, Éric Chauvier? Ce sont nos conversations de tous les jours, je dirais, mais essayer de les comprendre pas seulement dans leur banalité, mais aussi dans leur tension, dans leur dramaturgie. Pour moi, il y a beaucoup de dramaturgie dans la vie ordinaire. C'est-à-dire ce qu'on vit au quotidien, c'est pas juste des habitudes qu'on peut pas questionner, c'est aussi des micro-drames. Pour moi, l'anthropologie, c'est ça, c'est la possibilité d'étudier le discours de ce que dit Laura, ce que me raconte Laura, qui a l'air de rien. C'est sa façon qu'elle a de me parler des smartphones, de Cyril Hanouna, de tout ça. Et en même temps, voilà. Et ça, l'anthropologie, elle permet de cerner au plus près ces espèces de relief, d'aspérité du langage. La vie ordinaire des autres et aussi manifestement sa propre vie. L'anthropologie, c'est parfois aussi une sorte de psychanalyse? En tout cas, il y a des signaux à la surface qui pourraient faire penser à la psychanalyse, ouais. Mais en tout cas, moi, j'observe. En tant qu'observateur, on est obligé de s'intégrer à ce qu'on observe. On fait partie de l'observation. On peut pas observer en se dédouanant d'observer. Donc, je fais partie de ce que j'observe, bien évidemment. C'est un dialogue. Vous avez quitté votre coin, votre bled, pour quel motif, vous, Éric Chauvier? Je fuyais mon bled parce que c'était rural, parce que j'aspirais à des goûts culturels un peu plus exigeants, parce que je voulais faire des rencontres. J'avais l'impression que le monde existait quand même, était foisonnant autour de mon bled, et que dans mon bled, il y avait une espèce de mort culturelle. Tout ça était sans doute fou, mais bon, j'avais 17 ans, donc c'était cette volonté de quitter,
d'entrer d'aller voir des concerts, d'aller à et puis, ce qu'incarnait bien la grande ville, découvrir des auteurs, de faire des rencontres humaines aussi que j'avais pas. Tout ça me semblait tellement étriqué et voilà, comme on peut fuir à 17 ans. Puis, les auteurs que je lisais aussi, les poésies que je lisais, m'amenaient vraiment à essayer de quitter cet endroit-là. On va maintenant, Éric Chauvier, écouter le son qui vous définit, son qui va être interprété par Nathalie Skowronek. Je me suis lavée de nuit dans la cour, le ciel brillait d'étoiles grossières. Leur lueur est comme du sel sur la hache, le tonneau, plein jusqu'au bord, refroidi. C'est un vers du poète Mandelstam. Qu'est-ce qu'il dit de vous ? C'est exactement ce que j'entends par habiter dans le monde, être en connexion avec les éléments. Je me suis lavé de nuit dans la cour. Cette idée de se confronter à une dureté du monde, mais aussi à une vérité du monde. C'est exactement cette image-là qui vient. Et dans notre modernité, dans notre hyper-modernité, ces vers sont une espèce de balise pour moi. Et ce que je vis avec Laura sur ce parking-là, c'est précisément ça. Je me lave de nuit dans la cour. C'est allégorique. Vous dites ce que je vis avec Laura cette nuit-là, et pourtant c'est un roman. Oui, moi j'ai beaucoup fait d'écrits anthropologiques, de récits, d'enquêtes. Et du coup, celui-là, là je passe à un autre registre. Et c'est lu comme un roman, et moi ça me va bien. Et en même temps, évidemment, il faut que le lecteur essaie d'imaginer ce qu'il y a de vrai et de faux dans ce texte. Mais donc, évidemment, Laura existe. Bien sûr. Elle l'a lu, ce livre ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle trouve que c'est un peu urbain. Non, non. Il y a une forme elle est touchée, et puis en même temps il y a une forme d'incompréhension qui demeure entre nous. Mais elle est profondément touchée. Pourquoi est-ce que cette Laura, fille d'ouvrier, qui n'était pas une brillante élève, elle est restée, elle, dans son bled ? Parce qu'elle a rencontré le fils d'un patron local, d'une personne qui avait vraiment de l'importance dans la ville. Vous voyez ces rapports avec ces espèces d'accointances entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Elle a rencontré le fils d'un de ces dignitaires et elle est tombée folle amoureuse de lui pour son statut, pour son éclat, cette espèce d'aura qu'il avait. Et puis il l'a larguée et elle est restée après, si vous voulez. Elle est restée un peu comme sur les lieux de la rupture, les lieux du crime. Et puis, il y a ce que l'on appelle le déterminisme social. Vous y croyez, vous, à ça, Éric Chauvier ? Non, je n'y crois pas. Je pense que c'est un modèle pour comprendre le monde. Pierre Bourdieu, un sociologue, avait beaucoup travaillé là-dessus, en montrant que des groupes d'ouvriers avaient tendance de génération en génération, à rester des ouvriers. Il y avait très peu de transfuges de classe, comme il disait. C'est un modèle qui est très pertinent pour comprendre le monde. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui vous raconte sa vie, il faut l'oublier, ce modèle, parce qu'il écrase complètement les paroles de la personne, en fait, qui, elle, est forcément dans son histoire, dans son récit de vie, c'est un peu mon approche, moi, qui doit rester singulier, irréductible, en fait. Le déterminisme social écrase la singularité, les singularités, c'est ça, Éric Chauvier ? Oui, c'est exactement ça. Et la poésie des vies de chacun aussi, je dirais. Puisque Laura, il faut lui donner une forme la remettre un peu dans la lumière, c'est aussi lui retrouver un peu la poésie de son existence, sublimer un peu son existence désastreuse et traumatique en poésie. À un moment, justement, vous parlez de la poétique des angles morts. Qu'est-ce que c'est précisément ? C'est un peu où les chercheurs en sciences humaines, en sciences sociales, les médias, les politiques ne vont pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits, de situations. Un exemple. Je travaille sur des sujets très... un exemple, c'est ce parking, c'est l'exemple type, c'est ce parking. C'est-à-dire que si on veut rencontrer des gilets jaunes, on va plutôt aller au rond-point ou dans les cabanes qu'ils ont construit. Mais il y a aussi évidemment la vie de chacun. Comment ça se passe dans cette France, ce que les élus appellent la France des territoires. En fait, c'est des situations qui sont dans des angles morts qu'on ne voit plus parce qu'on a beaucoup de mal à en parler, parce que c'est trop singulier justement, et parce que on considère que c'est pas forcément très intéressant. Il y a une forme de mépris. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, c'est très juste. Moi, je travaille vraiment sur les angles morts. Il y en a partout. Il suffit, même en ville, les villes sont sous vidéosurveillance, mais il suffit de faire un pas de côté pour voir où la pauvreté se niche au cœur des villes et de voir qu'il y a aussi des angles morts partout. C'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est le refoulé, l'impensé des villes, vous voyez. Pourquoi est-ce que l'on ne veut pas voir ces angles morts, selon vous, Éric Chauvier ? On est très normatif, on est très normé, on est aussi dans moi je ne suis pas forcément, il y a une espèce d'idéologie de la réussite, un principe d'efficacité qui fait qu'on va perdre du temps si on va dans les angles morts. Moi je pense qu'au contraire on a beaucoup à apprendre. Je pense à des situations, je pense aux lieux de drague dans les villes par exemple, c'est très intéressant ça. Je suis prof, donc j'ai un doctorant qui travaille là-dessus. Ça c'est vraiment l'exemple type du refoulé des grandes villes, c'est-à-dire que c'est hyper présent dans la ville, tout le monde les connaît mais on n'y va pas.
Et qu'est-ce qu'on y découvre dans ces lieux de drague de si surprenant? On y découvre un imaginaire qui en fait est foisonnant et très riche. Alors c'est ce que me dit mon doctorant, mais c'est extrêmement... les villes sont très standardisées en termes d'imaginaire. Paris, Bordeaux, c'est des villes qui... On voit à peu près tous les trajets qu'on peut faire. C'est les consommer vintage, consommer macrobio, consommer vertueux, etc. Mais l'imaginaire, où est-ce qu'il s'engouffre vraiment, quoi. Et c'est dans des lieux interlopes, dans des lieux interstitiels, dans des lieux refoulés, voilà. Enculé, ça c'est un mot que prononce très souvent Laura. Vous écrivez: je ne sais pas d'où lui vient cette fascination pour ce mot, enculé, mais dans sa bouche, il devient surprenant, comme si, par les seuls recours à l'intonation, Laura était finalement beaucoup plus précise que moi pour parler du monde. Alors que faut-il comprendre quand Laura dit enculé, Éric Chauvier? Alors là, je suis très heureux que vous citiez ce passage, et pour moi, il était extrêmement important parce que voilà l'exemple type de ce qui pourrait faire l'objet de stéréotypes, grossièreté, vulgarité. Et elle le dit, mais la façon qu'elle a de le dire, en fait, et si on s'intéresse aux intonations, ben, on le comprend d'une toute autre façon en réalité. Comme si, et moi je suis très sensible à ça, aux intonations. Par exemple, l'intonation peut complètement contredire le sens d'un mot. Et là, c'est un peu le cas, comme si ce mot était trop fort pour elle ou dépassait sa pensée. C'est pour ça que chaque fois que j'entends ce mot dans sa bouche, c'est quelque chose qui n'est pas ce que les autres peuvent penser, quoi. C'est pas une parole homophobe? Ah bah pas du tout, pas du tout. Mais elle est pas vraiment homophobe. Dès que je parle avec elle, je me rends compte qu'elle est pas homophobe. Enfin, elle me le dit elle-même, c'est pas son problème en fait. C'est juste que elle représente les homos comme un lobby qu'elle assimile aux villes. Donc c'est les villes qu'elle cible en fait. C'est pas les homos. Très clairement, on s'en rend compte en vous lisant. Éric, votre narrateur, il ne parle pas du tout la même langue que Laura. Il n'utilise pas les mêmes mots, le même vocabulaire. Peuvent-ils encore se comprendre, Éric Chauvier? C'est le sens de la dernière phrase. Hein. Il est trop tard pour l'amour. Moi, je pense que c'est assez irréconciliable tout ça. Hein. Là, j'ai fait preuve d'une certaine volonté parce que je suis amoureux d'elle, peut-être historiquement, mais c'est un cas un peu à part. Je veux dire que peu de personnes moi je suis prof, voilà, je suis prof à Versailles, vous voyez, et je vis dans la banlieue de Bordeaux, mais des personnes qui vivent comme moi avec ce mode de vie, peu d'entre nous vont aller vers des personnes comme Laura en réalité. Donc je suis assez pessimiste, je pense pas que c'est assez irréconciliable. Et le langage montre bien ces clivages de classe, qui sont aussi des clivages de territoire en fait. Moi j'ai encore mes parents là-bas, il y a quand même des liens qui m'attachent, mais là c'est vraiment 2 France, 3 France, je sais pas, des territoires qui ne se parlent plus du tout, quoi. Vous avez employé le mot classe, parler de classe sociale aujourd'hui, en 2020. Ça a encore du sens pour décrire le réel, Éric Chauvier? Alors moi je l'utiliserai pas comme l'utilisaient les marxistes à une époque, c'était la dialectique de classe, parce que ça c'est un modèle, bon ça broie un peu tout, mais c'est des marqueurs de classe. Moi où que je regarde, je vois des marqueurs de classe. Si je me balade dans Bordeaux, je vois des pauvres, des riches, des jeunes qui veulent être riches, mais qui le sont pas, et dans nos façons d'être, dans nos façons de porter des fringues, dans nos façons de parler, peut être analysé comme des marqueurs de classe, je trouve. Donc c'est très pertinent, je pense, pour comprendre le monde. Et y compris dans des rapports amoureux, parce que le rapport amoureux, on l'exprime d'une certaine façon. Et moi, cette espèce de romantisme que le narrateur peut avoir, je pense que Laura ne le comprend pas, en fait. Ils ont quel pouvoir, les mots, Éric Chauvier? Hyper important. Si vous parlez de quelque chose, ça existe. Si vous n'en parlez pas, ça n'existe pas. Et c'est un peu l'histoire de Laura, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a vécu, ces histoires un peu chaotiques avec des types complètement addictifs, bon, tout ça, c'est des endroits où on ne parlait pas, en fait, où on ne parlait pas de ce qui lui était arrivé. Et en fait, à un moment donné, dans le livre, il y a ce basculement vers la possibilité, tout d'un coup, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse mettre en mots l'histoire traumatique et fondatrice de son existence. Et c'est un moment un peu crucial du livre. Elle me dit, t'as toujours été là pour m'écouter. Et le simple fait que je sois, en fait, là pour l'écouter, qu'elle puisse ébaucher même l'idée d'en parler, il y a quelque chose qui fait que cette histoire, elle se met à exister. Et si une histoire existe, on en souffre moins, je pense. Que ce soit à Bordeaux, au Bled, à Paris ou à Bruxelles, vous estimez qu'il y a aujourd'hui une nécessité à se réapproprier le langage. Je me suis demandé, qui nous l'a volé, Éric Chauvier? Je sais pas, j'ai écrit un livre récemment sur la crise de 2008. La crise de 2008, c'est l'exemple type d'événement qu'on ne comprend pas,
qui nous afflige et qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on peut pas le mettre en mots. Donc on va utiliser des mots que nous donnent les médias, que nous donnent pour essayer de comprendre ces mots. On va utiliser le mot crise sans le comprendre. Et c'est là le début de l'aliénation, quand on commence à utiliser des mots qui se réfèrent à aucune situation que l'on peut vivre, que l'on peut éprouver en fait. Et donc, alors j'ai pas envie de dire les médias, voilà, bon c'est un peu facile en fait. C'est simplement peut-être un traitement général des informations qui sont autour de nous, ce qu'on peut trouver sur Internet, certaines façons de parler à notre place en fait, et de nous empêcher de vivre, d'expérimenter directement le monde en fait. La confiscation du langage, elle vient de là, elle vient du fait que les expériences qui nous sont proposées sont de plus en plus pauvres, je trouve. On s'est mis à parler virtuel, par les réseaux sociaux par exemple, et donc on s'est mis à utiliser un langage qui représente la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Et c'est grave? Je pense que oui, parce que on voit à quel point on est d'une certaine façon dans une espèce de checkpoint. Vous voyez, comme en temps de guerre, c'est-à-dire que le monde se passe autour de nous, on voit comment on a l'impression que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est à juste titre évidemment épouvantable, ce qui s'est passé en Syrie, mais on est complètement déconnecté de la possibilité d'appréhender ne serait-ce qu'une expérience de ce type-là, en fait. À force de protection, à force de langage prothétique, moi je dis c'est du langage qui se substitue. Et on peut toujours donner un coup de gueule sur Facebook, mais c'est pas pour autant qu'on va pouvoir appréhender le monde qui nous entoure. On parle de réfugiés climatiques, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, voilà, on le sait. Comment on va appréhender ça? Je pense qu'on est coupé de cette expérience-là, donc on devient des masses très manipulables, quoi. Et c'est ça le problème. Il est trop tard pour l'amour, ça c'est la phrase qui clôture votre roman, Laura, et ce sont des mots prononcés par Laura. Il arrive un jour où il est trop tard pour l'amour? Oui, quand les situations sont trop rattrapées par ce que j'ai évoqué, des fractures territoriales, des incompréhensions entre des habitants de chaque territoire, des problèmes politiques insolubles ou qu'on ne veut pas résoudre d'ailleurs, des théories du ruissellement qui ne marchent pas. Tout ça impacte nos rapports amoureux. C'est ça, on est assez indexé fondamentalement sur la vie économique et la façon qu'on a de c'est l'économie qui tue l'amour, à vous entendre, Éric Chauvier? Oui et non, c'est-à-dire que si vous avez vraiment des moyens, vous pouvez vivre une histoire d'amour telle que vous la souhaitez, mais si vous n'en avez pas, évidemment, vos sentiments amoureux vont être indexés sur votre vie, vos revenus économiques, sur vos revenus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le cas de Laura est assez explicite. Ses rapports amoureux ont totalement été indexés sur ses revenus, en fait. Donc moi, je pense que c'est l'élément fondateur. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'aimer et être pauvre. Mais dans cette situation-là, en tout cas, ça peut avoir un impact. On le sait aujourd'hui, on voit dans les grandes villes des couples qui restent ensemble pour des raisons économiques. C'est le nerf de la guerre, quand même. Vous pensez, vous, Nathalie Skowronek, qu'il arrive un jour où il est trop tard pour l'amour? Je l'ai pensé longtemps. J'ai pensé vraiment que les séparations, que les échecs amoureux étaient vraiment porteurs de quelque chose de morbide. Finalement, peut-être qu'on a droit à plusieurs vies et peut-être que finalement, des histoires d'amour se terminent et puis d'autres peuvent émerger, oui. Laura, c'est un roman irrésistible sur nos sentiments et nos temps présents. C'est signé Éric Chauvier. Merci, nous suivrons ce samedi matin de la joie au moins par 2 fois grâce à nos invités à leur sonorité préférée. Voilà ce qu'il se passe quand vous demandez à Éric Chauvier quel est le son qu'il met en joie. Et en plus, c'est d'une grande beauté, la voix de Kate Power, Éric Chauvier. Oui, Sean Marshall. Je dois être un peu amoureux d'elle. Elle a exactement mon âge. Et puis, on peut aimer plusieurs personnes. Et puis c'est aussi j'ai l'impression une espèce de lien de fraternité aussi en l'écoutant. Faites attention parce que si Laura nous entend, elle va être jalouse. Hein. Ah ouais. Mais non, elle est très ouverte. Éric Chauvier. C'est un auteur de bande dessinée américain, Charles Burns. J'aurais tendance à dire toute son œuvre, et en particulier sa trilogie, Toxique, etc. Et puis le dernier, Dédale, voilà. Moi, c'est un vrai génie, je trouve, un génie graphique. Ces univers me transportent vraiment. C'est difficile de parler de ça parce que ça me laisse un peu sans mots, mais je trouve que c'est un génie. À lire aussi, bien sûr, les livres de nos invités. Ce sont des livres coup de cœur, La carte des regrets de Nathalie Skowronek et Laura d'Éric Chauvier. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.